Alors, j'en étais à la vaporisation, hein. Donc, rappel. Puisque c'est la vaporisation qui va nous intéresser très souvent, par exemple, dans les machines motrices à vapeur, hein. Donc, le principe, à partir du diagramme pression-température, je vous avais donné le cas de l'eau. Alors déjà, bien sûr, ça ressemble à ça. Bon, je vous rappelle que sur cette branche, il n'y a pas de limite. Ici, ça s'arrête au point critique. Ça va intervenir, hein, dans les centrales thermiques à vapeur. Donc, ce que je vous avais dit, c'est que la branche qui est en équilibre avec la vapeur, vous avez le domaine de la vapeur seul. Ici, vous avez le liquide seul dans ce domaine-là, et puis vous avez le solide seul ici, hein. Donc, toute la branche, ou toutes les deux branches qui sont en contact avec la vapeur, permettent de caractériser des états d'équilibre avec la vapeur. Donc, c'est ce qu'on appelle la pression la pression qu'on va lire sur cette courbe s'appelle la pression de vapeur saturante, hein. Donc, je vous avais dit en deux mots, si vous avez présence de liquide quelque part, par exemple, et que vous avez une certaine pression de vapeur d'eau, parce qu'ici, on s'intéresse à l'eau, hein, c'est caractéristique, cette pente-là. Ici, c'est la pression partielle en eau s'il y a de l'air, ou c'est la pression tout court en vapeur d'eau s'il n'y a pas d'air. Donc, si à un moment donné, vous avez une pression partielle en eau qui est inférieure à la pression de vapeur saturante à une température donnée, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le liquide, il va peu à peu faire passer des molécules de l'état liquide à l'état vapeur jusqu'à ce qu'on retrouve la pression de vapeur saturante. Voilà. Donc, ça se passe effectivement si on attend assez longtemps et si on a un milieu qui est fermé et si en plus il y a assez de liquide pour le faire, parce qu'il peut arriver que le liquide s'épuise. Finalement, on a de la vapeur qui n'a pas réussi à saturer la pièce. Dans ce cas, on dit qu'on a de la vapeur sèche, hein, ou on dit aussi vapeur surchauffée par référence aux machines thermiques. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène de vaporisation ici, celui dont je viens de parler, l'exemple avec l'assiette notamment, c'est un phénomène de vaporisation qui a lieu en surface. C'est ce qui distingue de l'ébullition. Alors, vaporisation, donc deux cas de figure. Soit c'est en surface, dans ce cas, on emploie souvent le mot évaporation. Que les molécules d'eau qui passent du liquide à l'air, à la phase gazeuse, à la phase vapeur, elles proviennent de la surface du liquide. Alors, si la vaporisation a lieu en volume, dans ce cas, on appelle ça l'ébullition. Bon, alors, quand est-ce que ça se produit? Je prends une casserole dans laquelle j'ai mis de l'eau. J'ai une certaine pression extérieure. Alors, mettons, c'est la pression atmosphérique. Je mets pression extérieure. Éventuellement, on peut la faire varier, mais mettons, dans les conditions habituelles, c'est une atmosphère. 10 puissance 5 pascal. Alors, si j'ai une vaporisation en volume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à une certaine température, je vais voir apparaître des bulles de vapeur d'eau. Attention, les bulles dans l'eau, ce n'est pas forcément de l'air. Quand vous faites chauffer des nouilles, c'est vrai que vous voyez au début, vous avez des petites bulles toutes petites bulles sur les parois de la casserole. Vous avez un tout petit peu d'air qui se mélange à l'eau. Mais enfin bon, comme la molécule de dioxygène n'est pas polaire, il y en a très peu quand même du dioxygène dans l'eau. Donc ça commence à s'évacuer assez rapidement. Et puis au bout d'un moment, vous arrivez à des grosses bulles. Alors ces grosses bulles, c'est quoi? C'est plus de l'air, c'est de l'eau qui passe à l'intérieur même du liquide, de l'état liquide à l'état vapeur. Bon, alors, quelle est la condition pour que ça puisse être possible? Si vous avez des bulles de vapeur, alors je mets ici, c'est-à-dire des bulles d'eau, quoi. Bulles d'eau, vapeur. Alors qu'autour, vous avez de l'eau liquide. Bon, eh bien,
l'atmosphère appuie avec une certaine pression, que j'ai notée pression extérieure, mettons 1 bar. Ça veut dire que dans tout le liquide, vous avez une pression de 1 bar. Ça peut même être plus si on descend profondément dans le liquide. Enfin bon, pour une casserole, ça ne va pas faire une variation de pression très importante. On pourrait appliquer la formule, c'est là qu'elle s'applique par exemple, la formule de dénivellation barométrique. Là, elle peut s'appliquer. Bon, ici, petite casserole, pas trop haute, donc on a à peu près 1 bar de pression partout dans le liquide. Ça veut dire que pour que cette bulle de vapeur soit stable, il faut que sa pression soit égale à 1 bar. Il faut qu'elle soit égale à la pression extérieure, voire un tout petit peu plus si elle est au fond de la casserole. Donc, bulle de vapeur d'eau à la pression extérieure. Voilà. Bon, et bien ça n'arrive si vous avez une pression extérieure de 1 bar, c'est-à-dire si c'est la pression atmosphérique. Donc, si P extérieur égale pression atmosphérique, donc voilà, en général on dit 1013 hectopascal, donc 1,013 bar. Eh bien, la température pour laquelle la pression de vapeur d'eau, pression partielle en eau, pH2O, vaut la pression d'équilibre, c'est-à-dire la température à laquelle la pression de vapeur saturante en eau vaut 1 bar, c'est justement 100 degrés Celsius. Donc, pour que pH2O à peu près égal à P extérieur, ou c'est-à-dire 1,013 bar, il faut T égale 100 degrés Celsius. Voilà. Donc c'est ça la différence entre vaporisation et ébullition. La vaporisation, ça peut se faire à plein de températures. L'ébullition, ça réclame que cette bulle de vapeur d'eau-vapeur, à l'intérieur du liquide, soit stable à une pression de 1 bar. Donc il faut que la pression de vapeur saturante à la température donnée, là, il faut que la pression de vapeur saturante soit justement égale à 1 bar, puisqu'il n'y a que de la vapeur d'eau là-dedans. Quand vous avez une bulle de vapeur qui se forme dans l'eau, vous avez 100% de vapeur dedans. Vous n'avez pas d'air. Ça, c'est 100% de vapeur. Bulle d'eau, vapeur, 100%. Non. Voilà. Donc, il suffit de regarder sur la courbe. Sur l'une des deux branches ici, alors bien sûr, il s'agit d'un équilibre ici liquide-vapeur. Donc, si vous regardez sur les diagrammes que je vous ai donnés, eh bien, à une pression donc, de 1 bar, à peu près, pression atmosphérique, là, vous avez une température sur la courbe d'équilibre de 100 degrés Celsius. Voilà. Donc, on peut dire 100 degrés Celsius, ou cette température d'ébullition, c'est la température à laquelle la pression de vapeur saturante de l'eau vaut la pression extérieure, c'est-à-dire en général la pression atmosphérique. Voilà, c'est ça l'ébullition. C'est un cas particulier de vaporisation. Vaporisation en surface, c'est l'évaporation. Vaporisation en volume, c'est l'ébullition. Ça va là-dessus? Question? Bon, sur l'évaporation, ce n'est pas forcément c'est pas à retenir par cœur, mais la vitesse d'évaporation, elle est proportionnelle à quoi? C'est en remarque. Quelle est la vitesse à laquelle s'effectue ce phénomène de vaporisation? Vitesse donc d'évaporation, précisément. Eh bien, je peux dire que le débit massique, je mets un point comme en mécanique pour dire dérivé par rapport au temps, le débit massique, c'est-à-dire le taux, le nombre de kilogrammes qui s'évaporent par seconde, il est proportionnel, je fais quelque chose de qualitatif, il est proportionnel à quoi? Il est proportionnel à l'air de contact entre les deux phases, entre la phase liquide et la phase vapeur. Bon, ça c'est tout simple, si vous faites étendre du linge, si vous faites sécher du linge, vous avez intérêt bien sûr à déplier. Donc ça évapore plus vite. Bon, bien sûr, vous avez aussi remarqué que plus l'air est chaud, plus ça va aller vite. Alors pourquoi? Parce que plus l'air est chaud, plus l'air peut contenir de vapeur d'eau, puisque la pression de vapeur saturante augmente avec la température. C'est-à-dire que la quantité
d'eau sous la forme gazeuse, sous forme de vapeur, augmente quand la température augmente. Donc, ce qui va intervenir, c'est la différence entre la pression de vapeur saturante en eau et la pression actuelle en vapeur d'eau. Si l'air est déjà, ça veut dire quoi ça au numérateur? Ça veut dire que si l'air est déjà saturé en eau, ben, ça ne va pas s'évaporer. Il faut que l'air puisse encore contenir de l'eau. Et plus l'air est sec, plus cette différence est importante. Plus l'air est sec, plus ça tend vers 0. Donc plus cette différence est importante. Plus la température est grande, plus la pression de vapeur saturante en eau est importante. Donc là aussi, ça va être plus efficace pour évaporer. Bon, et puis si vous faites une expérience de vaporisation dans le vide, vous apercevez que ça va beaucoup plus vite que s'il y a de l'air. Donc, on va admettre qualitativement qu'au dénominateur, vous avez aussi la pression totale. Donc, c'est-à-dire la pression, c'est la somme de la pression en vapeur d'eau et de la pression de l'air. Voilà. Petite remarque qualitative, on s'en servira en exercice, mais je ne vous demande pas de le retenir par cœur. Voilà. Question là-dessus? Bon, si je compare, là j'ai parlé de l'eau, alors il se pourrait que, par exemple en chimie, vous ayez d'autres espèces chimiques. Par exemple, si je compare l'eau et une espèce chimique qui est plus volatile. Ça, c'est un terme qu'on emploie souvent en chimie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je recopie la branche d'équilibre liquide-vapeur avec d'autres échelles. Alors, ici, pour l'eau, ça va donner quelque chose comme ça. Hop. Avec une pression de vapeur saturante égale à 1 bar si la température vaut 100 degrés Celsius. Voilà. Ça, c'est la pression de vapeur saturante en eau, H2O. Alors, première remarque sur cette forme, déjà sur la forme de cette courbe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas une pression extérieure de 1 bar, mais une pression plus faible. Bon, ça arrive bien sûr si vous êtes en altitude. Si vous êtes sur le Mont Blanc, la pression extérieure, elle est à peu près égale à la moitié de la pression atmosphérique au niveau de la mer. À peu près la moitié de la pression ici. Si vous êtes au sommet de l'Everest, bon, vous êtes costaud, c'est à peu près le quart. On n'a plus que le quart de l'oxygène disponible. Donc, ça veut dire quoi à partir de ce graphique? On voit que ça veut dire que la pression, donc la température à laquelle va avoir lieu l'ébullition sera plus faible. Donc, je prends le cas du Mont Blanc. Voilà, on est à peu près là. Sur le Mont Blanc, alors je ne sais plus si j'ai noté une valeur exacte. 540 hectopascales. Ici, c'est 1 bar, c'est à peu près 1013 hectopascales en fait. Voilà. Vous pouvez laisser 1 bar, mais je compare avec les hectopascales. Ici, c'est 540 hectopascales sur le Mont Blanc. Voilà. Bon, on voit sur ce graphique que la température à laquelle s'effectue l'ébullition, dans ce cas, sur le Mont Blanc, elle est forcément plus faible. Alors, je l'ai peut-être noté, c'est de l'ordre de 80 degrés, 85 degrés Celsius. Autrement dit, si sur le Mont Blanc, vous faites bouillir de l'eau, vous chauffez de l'eau, eh bien, l'eau va bouillir justement à 85 degrés, non pas à 100 degrés Celsius. Donc, si vous faites cuire un œuf sur le Mont Blanc, drôle d'idée, mais si vous le faites, vous allez mettre beaucoup plus de temps à le cuire puisque l'eau ne sera pas à 100 degrés. Ça va cuire moins vite. Ça, après, c'est de la cinétique chimique, si vous voulez. Plus la température est faible, plus les réactions chimiques vont se dérouler lentement. Voilà. Donc, la réaction de cuisson, c'est une réaction chimique et elle va aller beaucoup moins vite en altitude. Voilà. Le cas inverse, c'est j'augmente exprès la pression extérieure pour pouvoir atteindre des températures plus importantes. Alors, c'est le cas dans les autocuiseurs. Bon, qu'on appelle des fois les cocottes minutes. C'est une marque, en fait, cocotte minute. Voilà. Dans un autocuiseur, voilà ce qui se passe. Vous avez, au lieu d'avoir une pression d'environ 1000 hectopascales, 1013 hectopascales, vous avez quasiment le double en ordre de grandeur.
Bon, là, je ne le fais pas à l'échelle sur mon schéma. Si vous avez à peu près 2 bars de pression extérieure, c'est la pression dans la cocotte minute, eh bien, vous avez une température d'ébullition qui va passer à peu près 120 degrés. Donc, ça va cuire plus rapidement. Oui, est-ce qu'il y a une valeur limite? Alors, il y a une valeur limite, oui, quand on continue à baisser la pression, c'est environ 600 hectopascals. C'est la valeur qui correspond au point triple. Parce qu'en dessous du point triple, ben, vous n'avez plus d'équilibre liquide-vapeur, vous avez un équilibre solide-vapeur. Mais dans ce cas, on peut encore parler de pression de vapeur saturante en équilibre avec cette fois un solide. Donc, c'est l'équilibre sublimation et condensation. Question là sur le principe. Oui, je disais que si on voulait comparer plusieurs fluides, hein, comme on le fait en chimie, par exemple, on dit que l'éther, c'est une substance qui est volatile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire volatile? Ça veut dire que, voilà, l'allure de la pression de vapeur saturante de l'éther. Bon, bah donc, qu'est-ce que ça signifie cette courbe là en vert? Ça veut dire que si je travaille à pression atmosphérique, comme souvent, eh bien, l'éther il va bouillir à une température plus faible. Donc il se trouve que pour l'éther, c'est 30 degrés. 30 degrés Celsius. Voilà. Si vous mettez une assiette avec de l'éther au lieu d'une assiette avec de l'eau dans une pièce, ben, qu'est-ce qui va se passer? Même à 20 degrés Celsius, cette assiette elle va se vaporiser plus vite, d'après la formule là-bas, et à l'équilibre, vous aurez une pression de vapeur d'éther qui sera beaucoup plus importante que la pression de vapeur d'eau. Donc vous allez le sentir très vite. Voilà, c'est ça, un liquide qui est plus volatile. Allez, éther, plus volatile que l'eau. Voilà, je viens de parler de la cocotte minute. Je fais une petite remarque quand même sur la cocotte, sur l'autocuiseur. Il y a un truc assez bizarre, c'est que si vous prenez un autocuiseur qui est transparent, vous pouvez observer ce qui se passe quand vous chauffez, hein, quand vous montez la pression. Donc au départ, vous mettez de l'eau, avec peut-être quelque chose à cuire hein, dedans. Voilà, vous avez de l'eau. Et puis, bon, avant de fermer le couvercle, il y avait de l'air. Donc, il y avait une certaine pression atmosphérique. Alors, ça ne va pas toujours rester à la pression atmosphérique, puisque l'air aussi va chauffer, donc sa pression va augmenter. Donc, en tout cas, au début, quand vous avez fermé le couvercle, vous aviez la pression atmosphérique. Bref, vous avez de l'air ici au-dessus. Quand vous allez chauffer, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si l'air que vous aviez au départ était complètement sec, eh bien, au fur et à mesure, quand vous chauffez, l'eau liquide va se mettre en équilibre avec la phase vapeur, et donc ça va produire de plus en plus d'eau-vapeur. À l'équilibre, vous obtiendrez, en plus de la pression due à l'air initial, que vous avez laissé dans la cocotte minute, vous aurez aussi la pression de vapeur saturante en eau à la température que vous avez atteinte ici. Donc, question qu'on peut se poser, est-ce qu'on va avoir apparition d'ébullition dans ce cas-là? Alors, réfléchissons à ce truc-là. Si vous avez une bulle de vapeur, alors je mets eau liquide comme ça, imaginez vous avez une bulle de vapeur d'eau, H2O vapeur. Est-ce qu'elle peut être à l'équilibre, cette bulle de vapeur? Est-ce que quelqu'un peut dire oui, non, avec une raison assez claire? Oui. Je dis non,
parce que la pression, ça change, elle n'est pas constante, donc on ne peut pas être toujours en équilibre. Alors, mettons qu'on ait atteint un équilibre. Si j'attends suffisamment longtemps, bien l'eau va se mettre effectivement en équilibre avec la vapeur qui est au-dessus, avec la phase gazeuse qui est au-dessus. Ça, ce n'est pas le problème. Mais ma question, c'est est-ce qu'il est possible, compte tenu de ce que j'ai dit, et compte tenu du graphique qui est là, est-ce qu'il est possible que dans une cocotte minute, si vous avez une pression totale, P0 plus pression de vapeur saturante, est-ce qu'il est possible que cette bulle soit stable, cette bulle de vapeur soit stable? En fait, quelle est sa pression à cette bulle de vapeur si on néglige la dénivellation de liquide? Voilà, c'est la même que la pression au-dessus. La pression de vapeur d'eau ici, s'il y avait une bulle qui avait l'idée saugrenue de se former dans ce cas-là, ben sa pression devrait être égale à la pression qui est au-dessus. Ça veut dire que sa pression dépasserait forcément la pression de vapeur saturante. Alors qu'est-ce qui se passe quand la pression en vapeur d'eau dépasse la pression de vapeur saturante? Ben, c'est un cas instable, hein. Vous êtes dans ce cas-là. Vous avez une pression en eau qui dépasse, à la température donnée, qui dépasse la pression de vapeur saturante. Et donc, instantanément, rapidement, cette bulle va se recondenser. Elle n'est pas stable. Ici, donc, la pression de vapeur d'eau, ici, pH2O, la pression en vapeur d'eau dans la bulle qui se forme est supérieure à la pression de vapeur saturante en eau. Et donc, cette bulle est instable. Elle va automatiquement repasser à l'état liquide. Donc, voilà, je note en romain, bulle instable. Donc, voilà, liquéfaction. Voilà, autrement dit, hein, la conclusion simple, c'est qu'on n'observera jamais d'ébullition dans une cocotte minute. Donc, l'intérêt de la cocotte minute, c'est de permettre le passage à des températures supérieures à 100 degrés. Température qu'on ne peut pas dépasser dans une casserole. Parce que si on la dépassait, ça voudrait dire qu'on n'aurait plus que de la vapeur. Voilà. Là, on garde du liquide, mais c'est du liquide donc plus chaud que les 100 degrés, hein, typiquement 120 degrés, mais qui n'entre jamais en ébullition. Alors, si par contre, vous ouvrez brutalement le couvercle de votre cocotte minute, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, alors là, il y a de la vapeur déjà qui sort, mais au niveau de l'eau, au niveau du liquide, vous ouvrez brutalement, vous avez de l'eau qui est à peu près à 120 degrés. Qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez pour la pression de l'eau? Voilà, elle repasse brutalement à 1 bar, à la pression atmosphérique. Donc là, vous avez de l'eau qui va rentrer en ébullition. Donc vous pourriez avoir l'illusion qu'il y a toujours de l'ébullition dans la cocotte minute. En fait, il n'y en a que quand vous l'ouvrez. Voilà. Donc vous voyez la différence si vous observez une cocotte minute transparente. Voilà, ça existe. Bon, plus simple, hein, vous avez peut-être vu ça au lycée, sans qu'on vous donne tous les tenants et les aboutissants. Vous prenez un verre d'eau, un bécher, et vous, donc à température ambiante, mettons 20 degrés, vous le placez sous une cloche à vide et vous diminuez la pression. Eh bien, à température ambiante, on peut mettre un thermomètre dedans pour s'en assurer, la température ne va pas changer, la température de l'eau liquide ne va pas changer, elle va rester 20 degrés, mais vous obtiendrez l'ébullition à 20 degrés. C'est possible si la pression est suffisamment faible. Voilà. Bon, donc on verra demain en exercice encore quelques trucs rigolos sur ce thème-là. Donc vous pouvez, si vous avez un petit peu de temps, vous pouvez commencer à le préparer pour le TD. Surtout, n'oubliez pas les feuilles hein, pour demain. Allez, juste une petite remarque, hein, je ne vais pas faire de calcul, mais je vous avais parlé des gaz de Van der Waals au début de l'année. Et je vous avais expliqué que la différence entre un gaz parfait, entre le modèle du gaz parfait et le modèle de Van der Waals, c'est que dans le cas du gaz de Van der Waals, on tient compte des interactions à distance et on tient compte aussi du volume propre des molécules. Or, c'est justement ce qui fait la différence entre les gaz et les liquides. Je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas de différence fondamentale entre gaz et liquide puisqu'on pouvait contourner le point critique.
Et ce qui fait la différence qualitativement entre gaz et liquide, c'est le rapport énergie cinétique sur énergie potentielle d'interaction. Alors c'est justement les interactions dont on tient compte dans le gaz de Van der Waals. Donc on peut s'attendre, et c'est effectivement le cas, à ce que le gaz de Van der Waals décrive, dans une certaine mesure, la transition liquide-vapeur, liquide-gaz. Alors à quoi ça ressemble les isothermes de Van der Waals? Je vous rappelle l'équation pour une mole. Équation d'état de Van der Waals pour une mole de gaz. Ça s'écrit comme ça, P plus une certaine constante sur V carré, facteur de V moins B, égale RT. Bon, là, je vais représenter P fonction de, non pas la température, excusez-moi, fonction de V. Eh bien, bon, par exemple, si je multiplie tout par V carré, ça fait PV carré plus A, facteur de V moins B, égale RT V carré. Donc, pour une valeur de P donnée, eh bien, vous avez une équation qui est de quel ordre en V? Ça, c'est une équation. Considérez que c'est une équation en inconnu, dont l'inconnu est V. Voilà, c'est troisième degré. C'est un polynôme du troisième degré, en fait, en V. Donc, vous avez a priori soit une solution, soit deux, quand on a une racine double, soit trois. Donc, de 1 à 3 solutions en V, suivant la valeur de P. Alors, si on représente effectivement l'équation de Van der Waals sur un diagramme PV, eh bien on obtient quelque chose qui ressemble beaucoup aux isothermes d'Andrews. Si on se place à température donnée, eh bien les isothermes du gaz de Van der Waals, voilà à quoi ils ressemblent. À haute température, on obtient quelque chose qui est proche du gaz parfait. Si on diminue la température, on va obtenir des isothermes qui ont cette tête-là. Et puis, si on diminue encore la température, on va obtenir quelque chose comme ça. Ça veut dire que pour certaines valeurs de la pression, eh bien, vous avez, a priori, trois valeurs possibles du volume, comme on vient de le dire. Donc, on fait le parallèle avec ce qu'on connaît expérimentalement. Expérimentalement, on retrouve bien au-dessus de la température critique, on retrouve des isothermes qui ont exactement la même allure. Et en dessous de la température critique, quelle est la différence avec cette représentation graphique qui résulte de l'équation de Van der Waals? C'est qu'on obtient en fait un palier de liquéfaction, vaporisation, entre deux points sur cette courbe-là. La branche de gauche, on la retrouve bien. La branche de droite, on la retrouve bien. Mais au milieu, en réalité, donc, on a un palier. Voilà. Donc, le gaz de Van der Waals, il permet de décrire une partie de la réalité et on peut essayer de comprendre ce qui lui manque, en fait, pour décrire la transition de phase liquide-vapeur. Donc, vous avez à gauche, vous avez du liquide, à droite, vous avez de la vapeur. Bon. Alors, pour expliquer ce qui se passe entre ces deux points, eh bien, je vous rappelle que à l'équilibre, ici vous avez du liquide ou si vous avez de la vapeur, à l'équilibre liquide-vapeur, vous avez les potentiels chimiques qui doivent être égaux. Donc pour une phase donnée et pour une quantité de matière donnée, je vous rappelle l'expression différentielle dG, c'est VdP moins S dt. Bon, et pour une mole, je vous rappelle que l'enthalpie molaire, en fait, c'est le potentiel chimique, ça fait dmu égale VdP moins S dt. Donc sur une isotherme, vous avez simplement dmu égale VdP.
Autrement dit, je peux écrire d rond mu sur d rond p, à t constante, c'est le volume massique. Or, le volume massique du liquide, il est très inférieur au volume massique de la vapeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on part de ces points-là sur la courbe et qu'on est en train de monter de ce côté-là, eh bien, le potentiel chimique, il augmente avec la pression. Et il augmente beaucoup plus vite de ce côté-là qu'il n'augmente de ce côté-là. Ça veut dire que si vous avez un équilibre, si vous avez une égalité des potentiels chimiques entre deux points, eh bien vous avez cette égalité, elle n'a lieu nulle part ailleurs. Ici, le potentiel chimique, il monte beaucoup moins vite qu'ici. Donc, si je suppose que ici je suis à l'équilibre, ben, l'équilibre, il n'existe nulle part ailleurs. Donc, on voit déjà qualitativement que ce palier, en fait, de liquéfaction-vaporisation, il a lieu parce que c'est la pression pour laquelle les deux potentiels chimiques, liquide et vapeur, sont égaux. Oui. C'est un petit s, merci. C'est parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. C'est l'entropie molaire ou massique, ça dépend de la graduation de l'axe. Voilà. Bon, alors on peut montrer, je ne sais pas si on le fera en exercice, hein, que, en fait, où est situé ce palier, ça j'y ai pas encore répondu. Eh bien, ce palier de liquéfaction-vaporisation par rapport à l'isotherme de Van der Waals, il est situé à une hauteur telle que les deux aires que je viens de hachurer ici sont égales. Hein, les deux surfaces en physique, ou les deux aires pour les matheux, ces deux aires doivent être égales. C'est à cette hauteur-là qu'on observe la liquéfaction et vaporisation. C'est à cette hauteur-là que les potentiels chimiques, c'est-à-dire pour cette pression-là, les potentiels chimiques ici et là, sont effectivement égaux. On sera bien à l'équilibre liquide-vapeur. Voilà. Alors, on pourrait se dire, du coup, Van der Waals, là, c'est tout faux entre les deux. Ce n'est pas tout à fait faux, parce qu'on observe des fois des phénomènes qui correspondent à des points sur cette branche-là. Alors, je vais la représenter, par exemple, je prends une autre couleur. Je la fais en plus gros, parce que peut-être qu'au fond, vous ne voyez pas trop ce que j'ai fait. Voilà. Ici, vous avez donc du liquide. Eh bien, il peut se passer que si vous donnez plus de volume, vous laissez plus de volume à ce liquide, il peut arriver que l'on n'ait pas la transition liquide-vapeur, qu'on n'ait pas immédiatement une vaporisation, mais qu'on ait encore du liquide. Donc, c'est ce qu'on appelle un retard à l'ébullition. Et ça, c'est utilisé dans ce qu'on appelle les chambres à bulles. Donc, vous avez un liquide qui est soumis à une pression et un volume tel que, normalement, une partie devrait être vaporisée. Bon, et ça ne se produit pas. Il y a un retard. Alors, comment on se sert de ça? Eh bien, si on veut détecter des particules, par exemple, si vous avez des particules qui passent dans ce liquide, qui est un liquide sous-tendu, hein, comme c'est l'expression, eh bien, ça fait une trace, ça fait une traînée de bulles. Hein. Donc, en physique des particules, pendant un certain temps, on a utilisé ça pour détecter des particules. Quand une particule passe à haute vitesse dans ce liquide-là, elle déclenche le long de sa trajectoire une traînée de petites bulles. Voilà. Donc, c'est un retard à l'ébullition qui a été parfois utilisé. Et puis, de la même façon, vous avez des retards à la liquéfaction. Ici, quand vous réduisez le volume, vous pouvez avoir expérimentalement des points correspondant à cette partie de la courbe, là que je repasse en bleu. Voilà. Donc Van der Waals, qui est basé sur des considérations théoriques, permet encore d'expliquer ces phénomènes subtils. Il y a des questions là-dessus? Voilà. Allez, je passe donc avec ça aux machines thermiques. Bon, et je vais mettre grand 1 exemple, et là je vais me servir d'un des polycopiés que vous avez pris au fond. Alors c'est le polycopier qui commence par une canette de coca.
Bon, alors, le temps que ça s'allume, hein. Historiquement, tout commence avec la découverte de la pression atmosphérique. Hein, donc c'est Pascal, vous savez. Pascal, vous avez peut-être embêté avec lui en philo. Hein, c'est un auteur. Donc il a écrit pas mal de choses en philosophie. Il a fait des mathématiques et la physique. À l'époque, on savait un petit peu tout faire en même temps. Une de ses découvertes importantes en physique, c'est qu'il a prouvé l'existence de quoi? Alors je vous en ai parlé au début de l'année avec une expérience. Oui. Voilà. Donc, alors, il a découvert effectivement l'influence de l'altitude sur la dénivellation donnée par un baromètre. Et en même temps, il avait une interprétation théorique hein, qui l'a amené à prouver que la pression atmosphérique existait bien. Avant, c'était un sujet controversé. Hein. Il y avait d'autres explications, par exemple, du mécanisme des baromètres, hein, du fait que le mercure tienne dans une éprouvette renversée. Hein. Donc c'est lui qui, donc en 1647, hein, XVIIe siècle, 1647, il découvre, il prouve l'existence de la pression atmosphérique. Voilà, à travers ses expériences au Puy-de-Dôme. Donc après, il a travaillé sur plein d'autres sujets. Hein. Il a cherché aussi à prouver l'existence de Dieu. Ça lui a pris pas mal d'années. Bon là, moi j'étais un peu moins convaincu. Hein. Dieu merci, je suis resté complètement athée. Mais bon, c'est dans les bouquins de philo, c'est quelque chose qui est assez connu, hein, les pensées de Pascal. Voilà, un esprit assez universel. Alors, la question qui s'est posée à partir du moment où on a été sûr que la pression atmosphérique existait bien, on a compris donc qu'il s'agissait d'une force très importante. Hein, je vous ai dit par exemple, sur vos tables, sur chacune de vos tables, vous avez à peu près le poids d'un éléphant, en ordre de grandeur, de part et d'autre bien sûr. Donc la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de profiter de cette force pour la faire travailler? Donc, l'idée qui est arrivée à des ingénieurs comme Newcomen, c'est l'idée de la canette de coca. Alors, je ne sais plus en quelle année. Quel est le principe de cette expérience que vous avez peut-être réalisé déjà au collège? Vous prenez quelques gouttes d'eau dans une canette, 5 mm de fond, vous faites chauffer. Alors, quand vous la faites chauffer, qu'est-ce qui se passe? J'ai introduit tout de suite le vocabulaire qui va nous servir après dans les machines thermiques. On va considérer que le système, c'est le fluide qui va changer d'état. Donc ici, c'est l'eau. Donc l'eau, ça sera le fluide que je noterai dans la suite à chaque fois sigma. Alors pas S, hein, sigma comme système, mais pas S, parce que S, c'est l'entropie aussi. Bon, cette eau, ce fluide sigma, il va être en contact avec une source chaude. Alors la source chaude, là j'ai mis un bec benzène, parce que vous pouvez faire ça avec un bec benzène ou un brûleur chez vous si vous voulez. Si vous faites vraiment l'expérience, pensez quand même que la canette elle chauffe. Hein, c'est du métal, c'est conducteur, donc on ne prend pas ça à la main évidemment. Alors, si vous avez une pince en bois par exemple, vous la placez au-dessus du brûleur. La source chaude, ce qu'on va considérer comme la source chaude en thermodynamique, c'est la surface de contact entre l'extérieur et l'eau, et le système. Donc en fait, ce n'est pas vraiment le bec benzène, ça va être le fond de la canette de coca. Ça va être pour nous, c'est ça la source chaude. Bon, elle aura une certaine température. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez vaporisation de l'eau, puis même ébullition. En tout cas, vous avez, après une évaporation, après une phase d'évaporation, vous avez une phase d'ébullition. Ça va aller beaucoup plus vite, hein, puisque c'est en volume. Et donc, peu à peu, la vapeur d'eau qui va se former à partir du fond, elle va repousser l'air atmosphérique. Alors ça représente un travail très important. Donc, ici,
la chaleur, l'énergie qu'on doit apporter, c'est par définition, c'est la chaleur latente de vaporisation, puisque ça se fait de manière réversible. On est à pression constante, donc cette chaleur latente, je vous rappelle que c'est aussi l'enthalpie de vaporisation, puisque l'enthalpie, c'est la chaleur nécessaire à pression constante. Alors, voilà, dans cet état-là, la vapeur a rempli toute la canette. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'air dedans. On a évacué l'air. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, expérimentalement, on commence à voir de la vapeur là, qui sort par le trou. Et on se dépêche de retourner cette canette, remplie de vapeur d'eau, donc forcément à 100 degrés. On se dépêche de la retourner sur un bac avec de l'eau froide. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, puisqu'on n'a plus d'air dedans, puisqu'on n'a plus que de la vapeur d'eau, l'équilibre vapeur-liquide va se faire extrêmement rapidement. Alors, je vous ai dit, par exemple, pour l'évaporation, quand ça se passe dans l'air, vous étendez votre linge. Si ça se passait en 1/10 de seconde, ça serait miraculeux. Pourquoi c'est lent? Parce qu'il y a de l'air autour. Mais si vous avez du vide, si vous n'avez rien d'autre que de la vapeur d'eau, par exemple, ou du vide, ça se passe extrêmement rapidement, cet équilibre. Donc là, l'eau-vapeur 100 degrés qui remplit la canette va quasiment instantanément, à nos yeux c'est instantané, elle va se recondenser au contact de la source froide. La source froide, ça va être la surface de l'eau froide qu'on a utilisée ici. Bon, alors qu'est-ce qui restera à l'intérieur? Du point de vue théorique, il restera la pression de vapeur saturante en eau à 20 degrés. Mais cette pression de vapeur saturante, elle est ridicule par rapport à la pression de vapeur d'eau à 100 degrés. Autrement dit, concrètement, on peut considérer qu'on a quasiment du vide ici. Donc, pourquoi la canette se retrouve dans cet état? C'est le sens des petites flèches qui sont autour. À ce moment-là, l'air qui appuyait depuis longtemps et qui appuyait partout autour de la canette vers l'intérieur, c'est une pression justement, la pression dont je vous ai parlé justement, la pression atmosphérique très importante, cette pression atmosphérique va enfin pouvoir travailler parce que ces forces de pression ne seront plus compensées par des forces intérieures. Donc, si vous faites l'expérience, vous n'avez pas le temps de dire ouf, hop, la canette est comme ça. C'est pour ça aussi, c'est une autre raison pour laquelle il ne faut pas mettre ses doigts directement dessus. Alors voilà, le principe de la machine à vapeur. Pourquoi? Parce que si, imaginez, vous remplacez par exemple le sommet de la canette, vous remplacez par un piston qui peut coulisser à l'intérieur du cylindre, eh bien, au lieu de se retrouver dans cet état-là, vous allez vous retrouver dans un état où le piston sera très fortement appuyé vers l'intérieur. Et donc, si vous attachez ici sur le sommet du piston, si vous attachez un système mécanique, une bielle qui va faire pouvoir tourner une roue, etc., vous avez une machine à vapeur. Vous avez précisément la machine à vapeur, le premier prototype qui a bien fonctionné, c'est le prototype de Newcomen. Donc c'est au XVIIIe siècle, début XVIIIe siècle. Question là-dessus? Je comprends juste pas pourquoi est-ce que la vapeur d'eau se sortirait. Parce qu'on avait vu qu'il y avait un certain degré d'humidité dans... Ici, on ne va pas laisser à l'eau le temps de diffuser partout dans l'atmosphère. On va chauffer très fort. Bec benzène, ça chauffe très fort, ça passe à ébullition très rapidement. Donc si on ne laisse pas le temps à l'eau de diffuser à travers l'air, en fait, cette quantité très importante de vapeur d'eau qui va sortir là, de la surface, elle va se comporter comme si c'était en bloc, elle va repousser l'air qui est au-dessus. Si, en bonne partie, cette vapeur d'eau va aussi s'échapper dans l'atmosphère et va aussi se mélanger un petit peu à l'air. Mais comme ça arrive très rapidement, grosso modo, l'air il est repoussé. Voilà, alors vous remarquez au passage, donc, on a une source chaude, une source froide, sinon ça ne marcherait pas. Et bon, on a notre système, le fluide, c'est l'eau. Et on a ce qu'on va appeler après en thermodynamique une source de travail. Qu'est-ce qui travaille à la fin? C'est l'air atmosphérique. C'est le système qui va pouvoir être mis en mouvement. Donc ici, c'est l'air. Il se trouve que c'est bien l'air atmosphérique qui appuie. Ici, si j'avais remplacé le sommet de la canette par un piston, ça serait la source de travail, ça serait ce système mécanique, ce piston qui va s'écraser sur la fin. C'est ce qu'on appellera la source de travail. Et puis, j'ai oublié un truc, alors il y avait une question. J'ai oublié de dire un truc, oui. Monsieur, là où on n'avait que la vapeur d'eau dans la canette, on avait un bar. Pourquoi est-ce quand on la met en contact avec la source froide, vous avez dit qu'en fait la pression est négligeable? Parce que au moment où vous mettez la canette en contact avec la surface d'eau froide, vous avez encore la vapeur d'eau, vous avez encore les 1 bar. Sauf que là, vous avez du liquide à 20 degrés, et ce liquide,
il doit être en équilibre thermodynamique avec la vapeur qui est au-dessus. Or, cette pression de vapeur d'eau qui est de 1 bar, elle est de très loin supérieure à la pression de vapeur saturante correspondant à cette température de 20 degrés que vous imposez par le liquide qui est en dessous. À 20 degrés Celsius, la pression de vapeur saturante de l'eau, elle est beaucoup plus faible que ça. C'est de l'ordre du centième de la pression initiale. Donc, très rapidement, parce qu'il n'y a rien d'autre que de la vapeur d'eau, il n'y a pas d'air, très rapidement, la vapeur d'eau va se mettre en équilibre avec le liquide. Donc, sa pression va redescendre à la pression de vapeur saturante de l'eau à 20 degrés. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue microscopique? Ça veut dire que les molécules d'eau qui sont à l'intérieur de cette canette, elles se déplacent très rapidement et comme elles sont à une température trop importante, quand elles vont frapper la surface de l'eau liquide, elles vont rester collées dessus. C'est ce qui se passe microscopiquement. Vous avez des forces d'interaction attractives entre molécules d'eau. Les molécules de vapeur d'eau se déplacent à très grande vitesse à l'intérieur. Je vous rappelle, par exemple, dans l'atmosphère, on avait fait un calcul d'ordre de grandeur. La vitesse à peu près des molécules de dioxygène, par exemple, dans l'air, c'est de l'ordre de 300 mètres par seconde. Bon, là aussi, on a des vitesses très importantes. Et ça se passe donc très très vite. Elle tape dans tous les sens très vite, mais à chaque fois qu'elle rencontre la surface de l'eau froide, elle reste collée dessus. Voilà. Donc ça se vide extrêmement rapidement. Si jamais la canette était fermée et on l'a mis sur la source froide, si elle est fermée, dans ce cas, vous avez cette condensation. En fait, si vous la laissez comme ça, elle va rester comme ça, a priori. Si elle est bien isolée, elle reste comme ça. Mais si vous la mettez en contact avec de l'eau, même si elle est fermée, vous aurez une source froide qui sera là, puisque c'est du métal, la canette, vous aurez une source froide qui sera constituée par la partie inférieure. Donc ces molécules d'eau, elles vont venir se recondenser très rapidement dans la canette. Ça sera la même chose, ça sera peut-être un peu moins rapide, mais ce sera le même résultat. Okay. Voilà le principe. Donc voilà ce qu'on pourrait appeler l'idée de base. Alors, je ne vais pas vous faire écrire là-dessus. Je vous ai dit ce qu'il fallait. Alors, vous pouvez noter, j'ai rajouté peut-être fluide sigma, source froide, source chaude. Mettez ces lettres-là, c'est pas long. On ne va pas tout écrire, ce que je vous ai raconté quand même. Notez un dernier truc important, important pour la suite, c'est que finalement, on n'a pas réussi à convertir en travail toute la chaleur qu'on a apportée à l'eau. Pourquoi? Parce que dans la dernière étape de recondensation, vous avez une bonne partie de cette énergie qui se retrouve dans l'eau froide. Parce qu'au moment où, je vous rappelle que la liquéfaction, elle fournit de l'énergie à l'extérieur. Quand vous vaporisez, vous devez apporter de l'énergie. Si vous faites le processus exactement inverse de liquéfaction, vous rendez de l'énergie. Alors si ces phases de vaporisation et liquéfaction avaient lieu exactement de la même façon, on rendrait exactement autant d'énergie qu'on en a utilisé au départ. Bon, sauf qu'en fait, vous avez une partie qui est réalisée de manière réversible. Donc vous avez vraiment la chaleur latente de vaporisation ici, alors que ici, elle est réalisée de manière irréversible. Et il se trouve que la différence, justement, c'est le travail d'expansion. On pourra montrer facilement en exercice que ça correspond au travail d'expansion des gaz, de la vapeur d'eau. Ici, la vapeur d'eau a repoussé l'air atmosphérique et on récupère ce travail ici. C'est bon là-dessus? Je peux changer? Alors voilà, une vraie machine à vapeur, donc c'est pas le modèle numéro 1, je vous ai dit Newcomen pour le premier modèle, et Watt a apporté pas mal d'améliorations techniques aux machines à vapeur. Alors le principe, donc, on chauffe de l'eau dans un récipient fermé pour pouvoir augmenter la pression éventuellement. Le fluide sigma, ça sera encore l'eau qui est initialement froide et sous pression. La source chaude, ça sera donc la plaque en contact avec l'eau, chauffée par un foyer. Et donc on autorise la vapeur, par exemple, à monter par ce tuyau et à venir appuyer sur un piston.
Donc le piston, c'est ce qu'on va appeler la source de travail. Alors source de travail au sens algébrique, c'est-à-dire que ici, c'est la vapeur qui va fournir du travail au piston. Autrement dit, le travail qui sera reçu par la vapeur au cours de cette phase, ce travail sera compté négativement, puisqu'en thermodynamique et en thermochimie aussi, tout ce qui est reçu par le système est compté positivement. Tout ce qui est fourni à l'extérieur est compté négativement. Bon, donc là, le piston va pouvoir descendre. Alors, au passage, Watt a inventé ce système-là, le système, la conversion d'un mouvement de translation en un mouvement de rotation. Et de l'autre côté, vous avez donc dans cette partie-là, la partie qui est en train de se comprimer, vous avez une ouverture possible pour évacuer la vapeur qui s'y trouvait. Alors déjà, dans les innovations apportées par Watt, vous voyez qu'il y a 2 tuyaux et non pas un. Dans la machine de Newcomen, il y avait un seul tuyau, donc on ne pouvait que appuyer par le haut avec la vapeur. Ici, on peut réaliser dans un deuxième temps, on pourra injecter la vapeur par ici et faire le mouvement exactement symétrique. C'est donc le piston double action, double effet. Ça aussi, c'est Watt qui l'a trouvé. Qu'est-ce qu'on trouve ici pour évacuer la vapeur? Bon, on pourrait essayer de la renvoyer directement dans l'atmosphère, mais le plus efficace, c'est de refroidir pour se rapprocher de ce qu'on a vu juste avant avec la canette de coca. Le plus efficace, c'est de refroidir cette partie-là pour recondenser rapidement, le plus rapidement possible, la vapeur et faire travailler donc l'air au maximum. Donc, pour refroidir cette partie-là, au départ, première machine, Newcomen, on envoyait directement à l'intérieur du cylindre, on envoyait de l'eau froide. Alors le problème, c'est que ça refroidissait du coup tout le cylindre et ça refroidissait la vapeur qu'on essayait de faire travailler par au-dessus. Donc c'était pas le optimal. Donc Watt a eu l'idée de laisser sortir la vapeur dans un deuxième cylindre, et c'est ce cylindre qu'on a appelé du coup le condenseur, qui était refroidi en permanence. Celui-là restait chaud tout le temps et celui-là restait froid tout le temps. Donc ça permettait d'éviter les pertes par refroidissement de la vapeur qui vient pousser sur le piston. Donc ici, vous avez de l'eau froide, vous avez un cylindre qui est maintenu froid par un arrosage, vous avez de l'eau froide en permanence, et donc de ce côté-là, vous avez de la vapeur, vapeur d'eau à 100 degrés, comme la canette de coca, qui va rapidement se recondenser vers le cylindre qui contient de l'eau froide. Voilà, donc ça c'est exactement le principe de la canette de coca de ce côté-là, mais en plus, de l'autre côté du piston, on vient appuyer avec de la vapeur. Bon, après, avec un mécanisme bien réglé, on va, au bon moment, on va couper l'alimentation ici par ce tuyau, on va remplacer par une alimentation de ce côté-là, et on va inverser. La vapeur qui se trouvait ici va passer dans le cylindre de refroidissement, le condenseur, et c'est de ce côté-là qu'on appuie pour faire remonter le piston. Voilà l'idée de base des machines à vapeur de Watt. Bon alors, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle a été refroidie, qu'elle s'est recondensée dans le cylindre? Eh bien, en principe, on peut la récupérer ici. Donc là, on n'aurait pas un cycle fermé. Mais nous, on va considérer des systèmes, dans la définition classique des machines thermiques qu'on va utiliser, on va considérer des systèmes où le fluide, ici l'eau, va décrire un cycle. Alors c'est ce qui se passe effectivement dans pas mal de machines à vapeur actuelles, c'est-à-dire que l'eau froide qu'on a récupérée ici, on va la réinjecter ici au niveau du foyer. Donc il faut la réinjecter sous pression, c'est-à-dire qu'il faut quand même un petit peu travailler pour la faire rentrer là-dedans. On va perdre un petit peu d'énergie, parce qu'il faut la faire rentrer. Sinon, au bout d'un moment, forcément, l'eau elle va être épuisée. Voilà, donc c'est ce qui se passe par exemple dans les centrales nucléaires. Ici, vous avez un compresseur, après le condenseur, vous avez un compresseur qui vient renvoyer l'eau dans le circuit pour la refaire chauffer. D'accord ? Donc vous avez une source froide, ici ça va être la partie, les parois métalliques de ce condenseur. Vous avez le fluide qui est l'eau, la source chaude, cette partie-là, et vous avez une source de travail. Ici, j'ai noté QF, ça veut dire quoi? Chaleur reçue par le fluide de la part de la source froide. Pourquoi j'écris QF inférieur à 0? Parce qu'on est en train de refroidir l'eau. Si on la refroidit, ça veut dire que c'est l'eau, le système sigma, le fluide sigma, qui va fournir de la chaleur à l'extérieur. Ce n'est pas l'eau qui reçoit de la chaleur à ce niveau-là, c'est le contraire.
Donc, perte pour le fluide, sigma, donc signe négatif. Encore une fois, vous voyez que pour que ça marche, obligatoirement, il faut refroidir. Si vous ne refroidissez pas cette partie-là, ben, sa pression, ça sera la pression de vapeur qui est au-dessus. Le piston, il ne va plus bouger. Donc, inévitablement, on est obligé de perdre de l'énergie, on est obligé de fournir de l'énergie à ce cylindre, à ce condenseur, hein, en pure perte. Autrement dit, on ne peut pas transformer toute la chaleur apportée au système, ici, dans le foyer, on ne peut pas la transformer entièrement en travail. Hein, ce qu'on va retrouver après par des considérations théoriques. Question là-dessus? Bon, un peu plus moderne, donc les centrales nucléaires. Je vais être très rapide parce qu'on va revoir chaque partie ensuite. Hein. Donc dans une centrale nucléaire, vous avez un foyer, donc ici qui est remplacé donc la combustion du charbon ou du bois de tout à l'heure, c'est remplacé par des réactions nucléaires qui bombardent un caloporteur, en général c'est de l'eau, qui bombarde cette eau de neutrons, hein, donc ça la chauffe. On augmente la pression suffisamment pour que même à cette température-là, cette eau ne se mette pas à bouillir. Hein, donc pourtant on est à 300 degrés, mais l'eau ne bout pas parce qu'elle est sous forte pression. Voilà, vous avez un pressuriseur. Donc cette eau très chaude et radioactive, elle va passer dans des petites tubulures ici. Ça, c'est un échangeur de chaleur. Donc, vous n'avez pas de contact entre ce circuit d'eau au contact du réacteur et le deuxième circuit d'eau qui va servir, là c'est en bleu, à faire marcher la turbine. Hein. Vous avez juste un échange de chaleur au travers de ces petites parois. Bon, ici, l'eau qui arrive au contact de cet échangeur, comme elle est sous pression un peu plus faible, elle va se vaporiser. On va la vaporiser et une fois qu'elle est vaporisée, elle est à relativement haute pression quand même, vaporisée, elle arrive dans une turbine. Cette turbine donc, entre en rotation. Bien sûr, ça sert à faire tourner un alternateur, voir les phénomènes d'induction deuxième année et à produire de l'électricité. Comme pour la machine de Watt, il va falloir créer ici un appel d'air. Il faut diminuer la pression pour que la turbine puisse entrer en mouvement. Et donc, on a intérêt à refroidir la sortie. Pour la refroidir, eh bien, on utilise un troisième circuit d'eau qui n'a rien à voir avec les deux premiers. Et en général, il s'agit de l'eau d'un fleuve, parce qu'il faut beaucoup d'eau hein, pour ça. Donc les centrales nucléaires en France, elles sont toujours à côté soit de la mer, soit d'un fleuve. Et donc, ça constitue cet échangeur-là, c'est les parois métalliques là, qui se font le lien entre le circuit secondaire et ce circuit de refroidissement. C'est ça qui va constituer la source froide. Hein. Donc source chaude, en fait, ce sont les parois des petits tubes ici au niveau de l'échangeur. Et ça, c'est la source chaude, donc, et source froide ici, pareil, les parois métalliques en sortie de la turbine. Hein. Donc ça, c'est le condenseur. Bon, mais une fois que c'est condensé, je vous ai dit, il faut remettre de la pression pour réinjecter cette eau. Ici, la pression, elle avait pas mal diminué. On la recomprime et on la renvoie vers l'échangeur au contact du circuit primaire. Voilà. Mais vous voyez que le principe, même si c'est moderne, hein, première centrale nucléaire, c'est environ 1950, le principe du point de vue de la thermodynamique, c'est le même. Hein. On a juste remplacé le piston, mouvement alternatif, par une turbine, mouvement rotatif. Oui. J'ai une question pour le refroidissement. Est-ce qu'il y a un contact entre l'eau et le refroidi et... Il n'y a pas de contact direct, il y a des parois métalliques. Hein, et on se débrouille pour qu'il n'y ait jamais de contact direct entre l'eau des différents circuits. Chaque fois, c'est de l'eau, mais c'est des circuits qui ne se mélangent jamais. Voilà. Ils échangent de la chaleur à travers des parois métalliques. Question là-dessus? Voilà. Alors, petite remarque, pourquoi monter la température ici à 320 degrés? Eh bien parce qu'on va voir que le rendement des machines thermiques, hein, c'est un petit calcul qui va suivre, même si je n'ai pas encore défini ce que c'était le rendement, on va le noter comme ça, état. Le rendement des machines thermiques, il est donné par une formule toute simple. C'est 1 moins la température de la source froide divisé par la température de la source chaude. Donc cette formule, qui a été comprise par
qui a été trouvée par Carnot pour la première fois, c'est début du 19e siècle. Cette formule, elle nous dit quoi? Elle nous dit que pour augmenter le rendement d'une machine thermique, on a intérêt à augmenter la température de la source chaude et à diminuer la température de la source froide. Voilà. Qualitativement, sur cet exemple-là, pourquoi c'est naturel? Parce que si ici la température est importante, c'est-à-dire que la pression de vapeur saturante va être très importante à l'entrée de la turbine. Et si la température de la source froide est faible, c'est-à-dire que la pression de vapeur saturante ici va être très faible. Donc on va créer une différence de pression très importante. Et intuitivement, c'est simple à comprendre que plus la différence de pression entrée-sortie est importante, plus ça va pouvoir tourner vite, qualitativement. Voilà. Bon, au passage, vous savez sûrement, en France, on utilise, pour l'électricité, on utilise quelque chose comme 70% de l'électricité qui est produite en France provient du nucléaire, parce qu'on n'a pas tellement de combustible classique. Ce que j'ai dit sur les centrales, vous remplacez la partie ici, la partie en rouge, circuit primaire, par de la combustion de gaz ou de charbon, et vous avez ce qu'on appelle une centrale thermique classique, comme c'est utilisé dans pas mal de pays. Si vous allez en Russie, ils ont plein de gaz, ils brûlent du gaz. Si vous allez en Chine, ils ont du charbon, ils brûlent du charbon. Mais tout le reste est pareil. Ça s'appelle, dans ce cas, quand même une centrale thermique. Alors en France, on n'a pas trop de gaz, pas trop de charbon. On utilise du nucléaire. Voilà. Question là-dessus, sur le principe? On va revoir en détail ça. On va voir les calculs après, mais qualitativement, voilà l'explication. Allez, je réponds à une question. Je la repose. Donc, la pompe doit consommer énormément d'énergie. On dit. Alors, on va voir qu'en pratique, non. Si on se débrouille pour qu'ici, on n'ait quasiment que du liquide, la pression du liquide va augmenter très rapidement. On diminue très peu son volume et la pression du liquide augmente très rapidement. Donc, en fait, le travail apporté au liquide pour augmenter sa pression, il ne va pas être énorme. Il va être négligeable, presque rien, devant le travail récupéré au niveau de la turbine. Donc on va voir le détail après, parce qu'il va falloir savoir faire les calculs correspondants. Ok, c'est bon là-dessus. Alors, tout ce qu'on a vu jusque-là, par exemple le cas de la centrale nucléaire, ça correspond à un circuit fermé. Vous avez l'eau qui revient à l'état initial. Alors voilà un cas où ça se passe un petit peu différemment, on verra aussi, on fera les calculs. Moteur à combustion interne. Donc, quelles sont les différences? Vous avez une arrivée d'air. C'est la phase d'admission. Et puis, vous avez une sortie d'air. Alors, quand je dis air, c'est parce qu'en fait, en réalité, il y a un mélange air-essence. Au départ, c'est vraiment de l'essence. Puis après, là, c'est les produits de combustion de l'essence. Mais il y a beaucoup d'air. Donc, nous, d'ailleurs, quand on va modéliser ça, du point de vue de la thermodynamique, on va faire comme si c'était que de l'air. Donc, vous avez de l'air qui rentre et à la fin, vous avez de l'air qui sort. Alors, pour pouvoir faire des calculs, pour pouvoir traiter ça avec les outils que je vais exposer après sur les machines thermiques, il va falloir qu'on puisse considérer ça comme un cycle fermé. Alors qu'est-ce qu'on va faire typiquement? On va dire que l'air qui sort, il est instantanément refroidi et on vient le réinjecter ici. D'accord? Donc bien sûr, c'est qu'un modèle. Ça va donner seulement des résultats approximatifs, mais qui sont quand même intéressants parce qu'on va savoir sur quels paramètres il faut agir dans le cas idéal pour augmenter le rendement du moteur. Ici, autre petite subtilité qui intervient dans ces moteurs dits à combustion interne. Ici, on n'apporte pas la chaleur depuis l'extérieur. La chaleur, elle est apportée par le combustible lui-même, c'est-à-dire en fait par le mélange qu'on envoie. Donc c'est le fluide sigma dont j'ai parlé tout à l'heure qui était la vapeur d'eau, c'est lui-même qui va apporter de la chaleur. Alors là, pareil, modélisation, pour pouvoir traiter ça en thermo, on va dire que cette chaleur, tout se passe comme si elle était apportée de l'extérieur au moment où il y a la combustion. On va imaginer que la chaleur est apportée de l'extérieur. On peut calculer thermochimie, d'ailleurs ça pourrait faire un joli problème de mélange thermodynamique et thermodynamique chimique. Je pourrais vous donner une réaction chimique, calcul, enthalpie, etc. Vous pourrez savoir quelle est l'énergie apportée par la combustion. Puis ensuite, on admet que cette énergie provient de l'extérieur et on boucle le diagramme. Donc on verra en détail, on fera les calculs en détail pour les moteurs essence et les moteurs diesel. Voilà. Donc notez qu'il y a pas mal de modélisation et de simplification dans les calculs qu'on va faire, mais ça donne des ordres de grandeur, ça donne des tendances et donc des paramètres sur lesquels on peut jouer pour augmenter les rendements. Voilà, on va aussi traiter les cycles réfrigérants. Donc vous inversez le sens des opérations et au lieu d'aller prendre de la chaleur à la source chaude et d'en rejeter dans la source froide, vous allez
pour peu qu'on apporte par contre du travail, vous allez pouvoir prendre de la chaleur à la source froide par évaporation et rejeter cette chaleur à la source chaude. Donc pour ça, vous avez, comme dans le cas de la centrale, vous avez un compresseur. Cette fois, le compresseur il va amener donc, le fluide à une température supérieure au milieu extérieur. Donc vous allez avoir de la chaleur qui va pouvoir ressortir ici. Hein. Pendant la condensation, vous avez de la chaleur qui est apportée par le fluide. Et puis donc ensuite on va détendre le gaz et on va l'amener dans cette partie où vous aurez au contraire une évaporation. Après la détente, ici, et au cours de l'évaporation, vous avez une consommation de chaleur. Pour vaporiser, il faut récupérer de la chaleur. Et donc vous aurez un fluide ici qui sera légèrement plus froid que le milieu extérieur. Donc vous aurez de la chaleur qui va provenir de la source froide. Typiquement dans un frigo, ça va être l'air intérieur du frigo. Donc au fond du frigo, vous avez un serpentin avec un liquide qui va être légèrement plus froid que l'air intérieur du frigo. Hop, on vient aspirer la chaleur qui va rester dans le frigo et on va la libérer à l'arrière du frigo. Vous avez une petite grille noire hein, et là vous avez le fluide qui au cours de sa condensation va devenir plus chaud que l'air extérieur. Donc vous avez de la chaleur qui va sortir par l'arrière. Voilà, on verra ça en détail avec les calculs. Hein, donc là je fais juste une présentation générale. Ok. Alors, on rentre dans la modélisation, puis je reviendrai là-dessus après. Alors d'abord quelque chose de général qui concerne toutes les machines thermiques, que ce soit des cycles de réfrigération ou des cycles moteurs, que ce soit des moteurs à combustion ou des machines motrices à vapeur. Donc j'ai mis exemple, hein, donc je ne sais pas si vous avez pris quelques notes, c'est bien, sinon vous reverrez la vidéo. Donc définition des machines thermiques, ça c'est peut-être le... Non, c'est toujours dans Grand 1. Définition, donc on va dire qu'une machine thermique, alors, avant de décrire la phrase, en gros, je donne l'idée. Hein. Dans une machine thermique, vous aurez un fluide qui va décrire un cycle pour pouvoir faire tous les calculs qu'on va faire ensuite. Hein. On va toujours considérer que ce soit vrai ou non, le fluide, par exemple l'eau, par exemple le mélange air-essence, décrit un cycle. Et au cours de ce cycle, il va falloir faire quelque chose d'intéressant. Alors, intéressant, ça veut dire quoi? Soit produire du travail, ce sera les cycles moteurs, soit faire des transferts thermiques qui ne sont pas naturels. C'est-à-dire on va prendre de la chaleur à la source froide et la balancer vers la source chaude. Donc ça, c'est les pompes à chaleur, c'est les frigos. Donc, système réalisant un cycle thermodynamique. Système réalisant un cycle thermodynamique. Dont le but est soit de produire du travail, soit de réaliser un transfert de chaleur intéressant. Alors, en principe, voilà à quoi on pourrait penser pour modéliser une machine thermique. Donc, modélisation. On pourrait penser à ceci. Donc, on aurait, on va appeler donc sigma, comme je l'ai dit, le fluide qui va décrire un cycle. Et on va le mettre au contact d'une source de chaleur. Donc, je vais l'appeler sigma, sigma C par exemple, source de chaleur, et d'une source de travail. Donc, source de travail, c'est quoi? En fait, c'est le piston, par exemple, c'est la turbine. Voilà. Alors, si j'essaye de modéliser une machine thermique avec une seule source de chaleur, je vous rappelle quelque chose, un résultat qu'on avait déjà obtenu avant, avec une seule source de chaleur. Alors, les exemples que je viens de donner ont dû vous convaincre qu'en fait, c'est impossible. Je vous rappelle, du point de vue de la thermodynamique actuelle, pourquoi on considère que c'est impossible.
si vous écrivez, si vous pensez à la variation d'entropie au cours d'un cycle, la variation d'entropie totale de l'univers, on va considérer que l'ensemble de ces trois systèmes, ça c'est le fluide, par exemple de l'eau, j'écris en toutes lettres quand même une fois, sigma W c'est la source de travail. Je mets un exemple d'ailleurs. Exemple, piston. Fluide, exemple, l'eau. Et source de chaleur. Exemple, combustion. Ou une paroi chauffée, je mets en abrégé, une paroi chauffée au contact du fluide sigma. Voilà, et qui va pouvoir lui apporter de la chaleur. Alors, je vous rappelle les conventions thermo. W, ça va toujours être le travail reçu par le fluide, sauf mention explicite du contraire. Q, ça va être la chaleur reçue par le fluide de la part de la source de chaleur. Et bon, pourquoi on avait dit que c'était impossible ça? Alors, on peut le montrer de différentes façons. Sans l'entropie, on peut partir du principe que la chaleur ne passe jamais spontanément d'un corps froid à un corps chaud. Avec ce principe-là, je vous rappelle qu'on peut en déduire que cette transformation-là, cyclique, est impossible. Alors, avec l'entropie que vous connaissez tous, comment est-ce qu'on décrit ça? Au cours d'un cycle, la variation d'entropie de l'univers, c'est-à-dire de l'ensemble des trois, la variation d'entropie de l'univers, je mets entre guillemets, vaut. Alors qu'est-ce que c'est que l'univers? Donc c'est l'ensemble de tout ça. Ah, je mets en vert, ça c'est l'univers, ce qu'on va appeler l'univers dans les machines thermiques. Alors ça vaut quoi? Bon, variation d'entropie de la source chaude. Je vous rappelle que pour une source de chaleur, qu'on va considérer comme idéale dans un premier temps, la chaleur reçue par la source chaude, c'est moins Q, parce que Q, c'est la chaleur reçue par le système, le fluide sigma, et sa température, j'ai mis source chaude, c'est Tc. Voilà, au cours d'un cycle. Si j'appelle Q la chaleur reçue au cours d'un cycle par le fluide sigma, la variation d'entropie de la source chaude, c'est moins Q sur Tc. La variation d'entropie du fluide sigma, l'entropie, c'est une fonction d'état. Donc, au cours d'un cycle, il ne peut pas y avoir de variation de cette fonction d'état. Par définition, un cycle, ça veut dire que je retrouve l'état initial. Si l'entropie n'est une fonction que de l'état, sa variation au cours d'un cycle, c'est 0. Je le fais un petit peu vite ici, parce qu'on l'a déjà fait ça. Je reprendrai les choses en détail quand on rajoutera une deuxième source de chaleur. Source de travail. Une source de travail, c'est quoi? C'est un piston, par exemple. Le piston, il ne change pas d'état microscopique. Il a un mouvement, il n'y a pas de désordre possible dans un piston, au moins un piston idéal. Donc, il fait que se translater, faire des rotations, il n'y a pas de désordre introduit dans un système mécanique, purement mécanique. Donc, pas de désordre, pas de variation d'entropie. 0. Ça, c'est la variation totale d'entropie de l'univers. L'univers étant un système isolé, normalement, ça c'est positif. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Si moins Q sur Tc est positif, donc ça veut dire que, je peux l'écrire, je peux faire passer le Q sur Tc de l'autre côté de l'inégalité, et ça veut dire donc que la quantité de chaleur, Q, que j'ai représentée là-haut, elle est négative. Voilà. Quantité de chaleur négative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, le fluide sigma, par exemple l'eau, ne peut dans ce cas-là que fournir de la chaleur à la source de chaleur. Donc, avec une seule source, conclusion, avec une seule source de chaleur, on a forcément Q négatif,
Autrement dit, la source, le fluide sigma, l'eau, va fournir de la chaleur à l'extérieur. Et d'après le premier principe, au cours d'un cycle, si on a une transformation cyclique, c'est-à-dire si on revient au même état initial, l'énergie interne étant une fonction d'état, je vais avoir delta U égale à 0, W plus Q est égal à 0, autrement dit, W est supérieur à 0. Donc voilà la seule possibilité si on a une seule source de chaleur. Il faut fournir du travail au fluide, et qu'est-ce qu'on récupère en échange? On récupère de la chaleur. Donc voilà, on fournit du travail, on récupère de la chaleur. Est-ce que ça sert à quelque chose, ça? Est-ce que ça sert à quelque chose d'inventer une machine thermique compliquée avec un fluide sigma qui va créer un cycle, si son seul objectif, sa seule réalisation possible, c'est de lui fournir du travail et de récupérer de la chaleur en échange? Ben non, ça ne sert à rien, parce que ça, on peut le faire de manière extrêmement simple. Hein. C'est les frottements. Vous prenez, je ne sais pas moi, une barre en fer, vous la frottez contre le sol, ben vous êtes en train de chauffer le sol, vous avez consommé du travail et vous avez produit de la chaleur. Donc ça, c'est complètement inutile, on sait le faire directement sans aucun problème. Inutile. Bref, les machines thermiques intéressantes sont des machines thermiques qui auront deux sources de chaleur, qu'on va appeler forcément, puisque deux sources de températures différentes, l'une sera à température plus élevée que l'autre, donc on va toujours parler d'une source chaude, sigma C, et d'une source froide, qu'on notera bien sûr sigma F. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les machines dithermes. Hein. Donc à partir de maintenant, on s'intéresse aux machines dithermes. Deux sources de chaleur. Alors, je recommence. Principe, j'ai toujours donc un fluide sigma. Je ne sais plus si je l'avais encadré avec un carré ou un carré. Voilà, je vais reprendre quand même les mêmes notations. Voilà, c'est de l'eau. Vous avez donc une source chaude, une source froide. Hein, donc vous voyez maintenant normalement à peu près à quoi ça correspond physiquement. Et vous avez bien sûr une source de travail, donc un piston, une turbine. Notez sigma W. La source chaude, elle sera toujours à la température Tc, la source froide à la température Tf. On comptera toujours positivement les chaleurs reçues par le fluide. Donc QC de la part de la source chaude, QF de la part de la source froide. Et on appellera toujours W le travail reçu algébriquement par le fluide. Donc s'il s'agit d'un moteur, si on s'intéresse au moteur, le W il sera négatif, puisqu'on cherchera à libérer du travail à l'extérieur, fournir du travail à l'extérieur. Voilà, là on va voir qu'on peut obtenir pas mal de choses intéressantes avec deux sources de chaleur. Alors, comment ça? Donc c'est maintenant donc grand 2, à partir de là. On va raisonner donc toujours sur ces machines dithermes, sauf mention explicite du contraire. Et on va voir ce qu'imposent les deux lois de la thermodynamique que vous connaissez, les deux principes. Donc c'est contrainte thermodynamique.
Voilà, donc on suppose que sigma décrit un cycle fermé. Décrit un cycle, hein, donc c'est forcément fermé. Revient à son état initial. Ça veut dire que au cours d'un cycle, toutes les fonctions d'état vont revenir à leur état initial. Leur variation au cours d'un cycle sera nulle. Donc, j'ai le temps d'écrire au moins les équations. Premier principe, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que, comme tout à l'heure, la variation au cours d'un cycle, quand je mets delta U, là, à chaque fois, delta S, ça sera au cours d'un cycle. Hein, ce qui est sous-entendu, le W, ça sera le travail reçu par sigma au cours d'un cycle. QC, c'est la chaleur reçue par sigma de la part de la source chaude au cours d'un cycle. Donc, au cours d'un cycle, delta U vaut 0, mais delta U, vous savez que c'est W plus Q. Deuxième principe. L'ensemble de sigma, sigma C, sigma F et sigma W, comme tout à l'heure, je vais l'appeler l'univers. L'univers, on considère qu'il n'y a rien autour, pas d'échange avec l'extérieur. Donc c'est un système isolé. Donc son entropie ne peut qu'augmenter. Deuxième principe, la variation d'entropie de l'univers est positive ou nulle. Or, l'entropie, c'est une fonction extensive. Donc, qu'est-ce que c'est que la variation d'entropie de l'univers? C'est la variation d'entropie de la source froide, moins QF sur TF, plus la variation d'entropie de la source chaude, moins QC sur TC, plus la variation d'entropie du fluide sigma, mais il décrit un cycle. Donc, 0 pour la variation d'entropie du fluide sigma au cours d'un cycle, puisque l'entropie est une fonction d'état. Plus la variation d'entropie de la source de travail, c'est un système purement mécanique, pas de désordre introduit, comme tout à l'heure, 0. Donc, c'est ce terme-là, moins QF sur TF, moins QC sur TC, qui doit être supérieur à 0. Donc, je peux écrire QF sur TF plus QC sur TC qui vaut moins delta S univers. Ça doit être donc inférieur à 0. Voilà, donc on a deux contraintes sur la chaleur. Au fait, tout à l'heure, j'ai écrit Q. Q, c'est quoi? C'est la chaleur totale reçue par sigma au cours du cycle. Donc en fait, puisqu'on a deux sources de chaleur, ici, c'est W plus QC plus QF. Voilà, je les encadre un petit peu, ces relations. Et puisqu'il va falloir que je m'arrête là, ce qui serait intéressant pour que vous puissiez mieux profiter du cours suivant, je vous ai donné un petit polycopier avec deux diagrammes qui représentent QC en fonction de QF. Et bien, vous allez essayer de retrouver cette construction graphique à partir de ces deux équations-là. Voilà ce que je vais faire au début du prochain cours. Vous allez essayer de me dire comment on peut exprimer QC en fonction de QF à partir du premier principe, à partir du deuxième principe, et vous allez essayer de comprendre la représentation graphique que je vous ai distribuée.